Bonjour et bienvenue dans l'exposition Expérience Goya qui vient d'ouvrir ses portes jusqu'au 14 février. Quand on découvre l'art, quand on est en contact avec une œuvre originale, c'est d'abord une expérience sensible avant de découvrir justement peut-être d'autres aspects, des aspects effectivement historiques, artistiques, symboliques. Et nous, avec Donatienne Dujardin, ce qu'on s'est attaché à réaliser, c'est essayer de donner toutes les clés d'interprétation, quelles qu'elles soient, à la fois sur la vie, l'œuvre de ce grand maître qu'est Francisco de Goya, mais aussi tout le contexte historique, tout le contexte artistique, mais aussi toutes les interprétations qui ont pu être faites sur sa vie, son œuvre, toutes les hypothèses et théories qui ont été édifiées sur l'une et l'autre, parce qu'en définitive, quelquefois elles sont complémentaires, mais aussi contradictoires. Et tout ça vient en quelque sorte se condenser dans la découverte au bout de l'exposition des deux tableaux, Les Jeunes et Les Vieilles. Ces deux chefs-d'œuvre concentrent en eux-mêmes de nombreux secrets que nous nous sommes attachés à révéler, mais avec toutes les différentes interprétations, quelles qu'elles soient, sans hiérarchie. Qu'est-ce qui caractérise l'art de Goya ? C'est très difficile à caractériser pour une raison assez simple, c'est un peintre très prolifique. C'est un peintre qui peint énormément, mais qui dessine aussi beaucoup et qui grave aussi énormément. Et d'une certaine façon, d'un art à l'autre, sa technique est très différente, son art est très différent, et même d'une époque à l'autre, il y a presque des Goya différents. Alors moi, je résumerai l'art de Goya par cette phrase de lui-même. En 1793, Goya dit « J'ai choisi la liberté et je travaille à la conserver ». Et pour moi, cette phrase, elle est très forte et elle guide vraiment toute sa carrière et tout son travail et sa personnalité. Car dès les années 1780, dès ses premières œuvres, on sent qu'il a déjà une forte personnalité et une intention de créer comme il l'entend. Femme de Madrid en costume de Marat, c'est ainsi que le tableau est appelé quand il est acquis par le musée de Lille. Aujourd'hui, on le connaît davantage comme La Lettre ou Les Jeunes, puisque ce tableau est, depuis son acquisition au musée de Lille, et même peut-être un peu avant, associé à l'autre chef-d'œuvre de Goya conservé ici, Les Vieilles. Que font ces jeunes femmes? Elles se promènent, sûrement sur les bords du Prado à Madrid, où le soleil est vif et où l'ombrelle est nécessaire. Elles sont accompagnées d'un chien, un chien de salon, qu'on appelait aussi à l'époque chien de manchon, car par son petit format, il pouvait être casé dans un manchon. Derrière ces jeunes femmes se promenant, des silhouettes agenouillées, on devine qu'il s'agit de lavandières. Leur contour rapidement esquissé semble insister sur l'aspect harassant de leur travail. Derrière elle, un autre plan, plus suggestif encore. S'agit-il de linge suspendu? S'agit-il de parois rocheuses? S'agit-il de construction d'une ville? Il y a fort à parier qu'il s'agit du linge en train de sécher. Cette image est très moderne car au début du XIXe siècle, Goya annonce avec quelques décennies d'avance la peinture réaliste. On pense à des peintres comme Daumier en regardant cet arrière-plan de lavandière et le sujet des femmes au travail que Daumier a aussi traité. Mais on pense également encore plus tard à la peinture d'un Manet qui a lui-même beaucoup regardé la peinture espagnole, Velázquez mais aussi Goya. Et les noirs de ces Marat annoncent bien sûr les noirs de Manet. Cette œuvre est fascinante, elle s'intitule El Tiempo, le temps. C'est ainsi qu'elle est nommée dans l'inventaire de 1812 quand la femme de Goya, Josefa Bayeux, décède. On sait donc que cette image représente l'allégorie du temps qu'on devine à l'arrière-plan qui tient un curieux accessoire, un balai. Habituellement, dans la peinture, dans la tradition picturale, cette allégorie du dieu Chronos tient plutôt un sablier, une faux, en étant associée à la mort qu'il annonce. Et c'est tout le sujet de cette image
cette figure ailée, brandissant un balai, vient chasser ces femmes à l'âge très avancé, telles de la poussière, annonçant leur fin prochaine. Ces deux vieilles femmes sont habillées de différentes manières. La vieille femme blonde porte une robe de style empire, une mode plutôt d'inspiration française que la reine Marie-Louise elle-même avait mise à l'honneur. L'autre femme porte le costume traditionnel espagnol, donc sombre, noir, très souvent, donc avec le long jupon qu'on appelle la basquine et la mantille, donc ce voile de soie et de dentelle qui couvre les cheveux. Ces deux vieilles femmes se regardent devant ce qu'on devine être un miroir. Comment peut-on identifier qu'il s'agit d'un miroir ? Eh bien, une planche très célèbre de la série des Caprices, qui s'intitule Hasta la muerte, représente un peu de la même manière une vieille femme en train de se farder devant un support fort semblable qui est un miroir. Ainsi, il semblerait que la vieille femme blonde tienne dans les mains un médaillon qui devait fort probablement la représenter dans sa jeunesse. Et elle compare cette image qu'elle tient entre les mains à un autre support que lui tend sa dame de compagnie. Cet autre support sur lequel on voit une inscription « ¿Qué tal ?», en espagnol « Comment ça va ?». Ici, il faut plutôt l'interpréter comme « Où en suis-je ?» Longtemps, cette image a pu être perçue comme une caricature de la reine Marie-Louise, la souveraine qui a accompagné longtemps la carrière de Goya. Nous revenons sur cette théorie. Peut-être est-ce plus probablement une allusion à cette aristocratie espagnole soucieuse de son pouvoir, de ses privilèges, de son apparence, sans que ce soit forcément dirigé vers la reine Marie-Louise. Ces deux chefs-d'œuvre de Goya ont rejoint les collections du musée de Lille en 1873. À l'époque, il n'y avait aucune peinture espagnole dans les collections. Édouard Reynard, un brillant conservateur, passionné, investi dans son musée, propose l'acquisition des deux tableaux. La ville donne un accord favorable à l'acquisition des jeunes, mais refuse celle du temps. Édouard Reynard ne se décourage pas, rassemble quelques deniers, mobilise deux autres amis qui font eux-mêmes partie de la commission d'acquisition et donc eux-mêmes très investis dans l'acquisition et dans l'enrichissement du fonds du musée. Et à trois, ils vont rassembler la somme suffisante pour pouvoir acheter les vieilles, à titre personnel, qu'ils offriront au musée quelques mois plus tard. Il faut aussi bien avoir à l'esprit que ces tableaux, au-delà du fait que ce sont deux chefs-d'œuvre, sont aussi d'une grande rareté dans les collections françaises, car peu de musées français possèdent des tableaux de Goya. Costumes et divertissements de notre époque. C'est sur ce thème que Goya propose cette scène ensoleillée, montrant ces deux jeunes gens, Marot et Marat, deux personnages donc habillés en costume local doté de fantaisie, qui se trouvent donc dans une promenade ensoleillée, accompagnés d'une ombrelle et d'un chien. Ces deux motifs vous rappellent sûrement quelque chose. Ils seront repris quelques 40 années plus tard dans le célèbre tableau « La lettre dit les jeunes ». Ce célèbre carton de tapisserie qu'on a beaucoup vu reproduit dans les livres illustre les débuts de la carrière de Goya. Il s'agit ici d'un Goya encore marqué par le XVIIIe siècle, produisant une peinture claire, une peinture gaie, bucolique, une scène champêtre comme on les trouve beaucoup dans la peinture de la fin du siècle. Le peintre a sûrement eu plaisir à décrire ses contemporains. Et ce regard donc, qui se perçoit déjà dans ces scènes de la production de jeunesse annonce les œuvres bien postérieures, et notamment la série des Caprices, donc ce recueil de gravures, où Goya nous montre son regard sur la société espagnole. Donc la série des Caprices qu'il réalise en 1799, c'est la comédie humaine avant Balzac, c'est l'image justement du théâtre des vices et des vertus de la société madrilène, et tout y est. Alors évidemment,
il en vient à condamner les jeunes femmes et aussi les jeunes hommes qui sont prêts à tout pour se marier, qui sont prêts à tout, évidemment, à engranger de l'argent via des mariages et des dots. Il en vient à condamner évidemment l'Inquisition et toute la religion, il en vient à condamner évidemment la vanité des gens du pouvoir, les gens des puissants, mais il n'y va pas de main morte, c'est-à-dire qu'il en vient à décrire véritablement une société qui, quelquefois, justement par le prisme des personnages des sorcières, donc qui sont aussi figurés par des personnages de vieilles femmes, a montré des scènes de cannibalisme, des scènes aussi de pédophilie, des scènes évidemment sexuelles qui ne sont pas simplement allusives. Et donc c'est vrai que c'est une série de gravures qui est véritablement importante dans l'œuvre de Goya parce que comme je le disais, il y a vraiment un avant et un après Caprice. Mais quand on agrandit véritablement le spectre de l'interprétation des caprices en partant de la vie de Goya vers l'histoire de l'art, c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi, c'est que évidemment il y a des très grands graveurs avant Goya, mais le fait que lui les traite sous forme d'album, sous forme d'une série de 80 caprices qui en viennent quasiment à se répondre les uns après les autres, qu'on peut même consulter en retournant d'une certaine façon au premier numéro, après avoir vu toute la série. Vraiment, c'est une sorte d'album qui permet de montrer en quoi on est presque dans une œuvre romanesque, où là, une histoire est en train de se dérouler d'image en image. Nous montrons les caprices de Goya avec ces mêmes caprices réinterprétés par Dali en 1977. Et Dali, évidemment, en vient à exagérer ce trait, à développer tout cet aspect effectivement de symbolique érotique, sexuelle, à décrire et à renforcer cette symbolique. Et donc, d'une certaine façon, le fait de poser et d'exposer les caprices de Dali à côté de ceux de Goya, d'une certaine façon, en vient à montrer, à pointer l'esprit encore plus sarcastique qui siège dans l'œuvre de Goya. Mariana Wallstein, il s'agit d'un magnifique portrait provenant des collections du musée du Louvre. Il s'agit ici d'une représentation magistrale d'une Mara, comme on en trouve souvent dans les œuvres de Goya, qu'elles soient gravées ou peintes. Ce personnage de la Mara est issu des couches populaires donc, qui reprennent le costume traditionnel en l'associant à d'autres accessoires et en le portant dans une attitude libérée, voire délurée. Et cette mode de la Mara va être reprise par l'aristocratie, se montrant ainsi plus proche du peuple, et jusqu'à la reine elle-même. Donc elle est composée, cette tenue, d'une basquine, un long jupon, de la traditionnelle mantille qui couvre la tête et qui se trouve souvent aussi dans les portraits de Goya. Bien sûr de l'éventail qui occupe une place importante dans la mode espagnole dès le XVIIIe siècle. Et puis bien sûr ces ravissants escarpins qu'on devine souvent sous les longues jupes dans les portraits du maître. On voit aussi dans ce portrait, pour réveiller, ces noirs très élégamment peints, le rose du nœud, très souvent donc dans les portraits de tenue de Mara comme ça chez Goya, on retrouve ce nœud rose, ce juste au corps rose vibrant, la touche vibrante donc du satin, et puis donc cette touche peinte de manière très synthétique de l'éventail qui fait écho aux escarpins, enfin tout ça avec une virtuosité incroyable. Cette figure féminine, campée sur ses deux pieds dans un paysage, semble être monumentale. En fait, il n'en est rien. Elle est d'assez petit format, mais elle est monumentale par son existence sur la toile. Goya, qui est né dans l'Aragon, donc non loin de Saragosse, rend ici hommage à ses compatriotes. Ces deux personnages viennent en effet ici en soutien aux combattants, alors que la ville était assiégée par les troupes napoléoniennes. Et on voit ici donc cette figure féminine qui incarne un courage, le courage héroïque, donc qui porte une jarre et un panier de victuailles. Cette figure féminine des classes populaires annonce avec quelques décennies
d'avance la peinture réaliste et la description des classes populaires au travail, telles qu'a pu les représenter un certain Daumier. Et elle fait écho également aux lavandières que l'on peut trouver au second plan du tableau Les Jeunes. Alors, au sortir de la guerre, en 1819, Goya, en fin de compte, s'exile un petit peu du centre-ville de Madrid et s'achète une demeure rurale qui s'appelle Deza, la Quinta del Sordo, c'est-à-dire que la maison du sourd ne s'est pas appelée parce que Goya l'a achetée, parce que c'est vrai que Goya était sourd au moment de son achat. C'est là où il en vient à créer sur 2 étages, au rez-de-chaussée au premier étage, les fameuses peintures noires qui sont maintenant conservées au Prado. Ce sont des peintures et non pas des fresques, même si elles ont été réalisées sur le mur. Il les a peintes directement sur les murs. Et là, c'est fondamental, parce qu'on découvre déjà que c'est un lieu d'habitation, c'est un lieu où il recevait du monde, où lui-même déjeunait et dînait, et donc de fait il vivait à l'intérieur de ces peintures. Ces peintures étaient elles-mêmes encadrées de faux cadres en trompe-l'œil et de papier peint. Ça en modifie complètement l'interprétation. Et d'emblée on se dit quand même, parce que c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui, je pense, aimait vraiment la vie. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui était extrêmement combatif, même à la fin de sa vie, quand il est malade. D'ailleurs, il y a un très bel autoportrait avec son médecin qui le démontre. C'est quelqu'un qui se bat pour continuer à vivre. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait prodigieusement la vie. Et ces peintures noires qu'on a tendance un petit peu à voir de façon un peu trop tragique, peut-être un peu trop désespérée, le fait qu'il y vivait à l'intérieur, si j'ose dire, livre d'une certaine façon une image de la comédie humaine, avec à la fois un côté un peu désespéré, mais aussi un côté un peu comique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il en vient à dire oui, l'humanité est récupérable, mais on en rit, et heureusement. Donner libre cours au caprice et à l'invention, c'est une phrase que Goya prononce dès les années 1790 et qui s'exerce tout au long de sa carrière et de son œuvre. Donc cette œuvre tardive, 1825-1827, 2 ans avant le décès du peintre en 1828, sonne comme une allégorie, une ode à la jeunesse. On ignore qui est cette jeune femme, mais on a l'impression que le peintre, dans ses dernières années, produit une peinture lumineuse, presque céleste, allégorique, qui est teintée d'une certaine poésie, d'une certaine mélancolie, et qui résonne assez subtilement avec les figures féminines que l'on rencontre dans le tableau Les Jeunes. Outre la poésie et le ton mélancolique qui se dégage de cette figure restée anonyme, c'est aussi la technique du peintre qui est ici admirable et d'une grande modernité. Certains critiques ont pu y voir l'annonce d'une touche presque impressionniste. En tout cas, si l'on regarde de près le châle de la jeune femme en particulier, on a une fragmentation des tons, une vibration dans l'étoffe qui est suggérée d'une manière extrêmement moderne. Je n'ai ni la vue, ni la force, ni plume, ni encrier. Tout me manque, sauf la volonté. C'est ce qu'écrit Goya en 1825, donc 3 ans avant sa mort, 1828, et nous sommes ici en 1826. L'artiste est donc au crépuscule de sa vie, et son ami peintre Vicente López profite du dernier voyage du peintre à Madrid, qui était exilé à Bordeaux depuis 1824 et qui effectue pour les besoins de sa pension de retraite un dernier voyage à Madrid. Et c'est dans ces circonstances que Vicente López rencontre son ami et en fait le portrait. Cette effigie est destinée au musée royal, futur musée du Prado, et sera d'ailleurs accrochée à la mort du peintre comme un hommage national à l'entrée de la Grande Galerie. Alors nous sommes vraiment très heureux de pouvoir présenter ces 2 beaux tableaux qui proviennent du musée de Francfort. Ce sont 2 tableaux qui représentent des scènes de rapt et de violence, des femmes attaquées par des soldats. C'est d'une certaine façon des tableaux qui sont problématiques, et c'est l'historien Werner Hofmann
qui pose le problème. Effectivement, d'une certaine façon, ces tableaux augurent de la réalisation des désastres de la guerre, de la série de gravures des désastres de la guerre de Francisco Goya, dont d'une certaine façon, le peintre se serait presque interrogé sur la manière de représenter ces actes de violence, ces actes de barbarie, comment justement l'humain est capable d'une telle inhumanité. Et donc, il se serait presque interrogé, alors évidemment cela est de l'ordre de l'hypothèse complète que suggère l'historien de l'art Werner Hofmann, mais il se serait presque interrogé sur le fait que est-ce que je dois les dépeindre en couleur ou est-ce que c'est le noir et blanc qui en vient à mieux décrire ces actes de barbarie. D'une certaine façon, il nous donne la réponse parce qu'il a vraiment développé sur 80 gravures, sur les 80 gravures des désastres de la guerre, ce récit justement visuel de ce que peut être les actes de barbarie du temps de la guerre entre les Français et les Espagnols, et il aurait, semble-t-il, laissé tomber cette représentation par des toiles en couleur. Ce qui est intéressant justement par le choc entre justement ces gravures dont nous avons des plaques qui nous sont prêtées par la calcographie de Madrid, des plaques extraordinaires qui justement d'emblée donnent à voir le geste de Goya en train de graver sur la plaque. Ces peintures qui montrent d'une certaine façon une théâtralisation, une esthétisation des actes de violence, et puis ce choix de Goya qui là par contre délivre un message très brut, presque réaliste, comme des documentaires, comme un aspect presque de reportage d'actualité d'aujourd'hui, où là, la barbarie du temps de la guerre est vraiment frontale, directe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en vient à dire que Goya, alors ça c'est l'historienne de l'art Janine Batigle qui le dit, c'est-à-dire que Goya d'une certaine façon serait le premier reporter des temps modernes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il en vient à délivrer des faits bruts, sans mise en scène, dans un art de la composition presque frontale dans les désastres de la guerre, et ce qui certainement ces désastres de la guerre qui inspirent le plus les artistes contemporains et que nous allons voir justement avec les œuvres des Chapman et les extraits de films. Alors raconter la postérité de Goya, c'est vraiment très intéressant parce que Goya, évidemment, a une carrière extraordinaire de son vivant, c'est le premier peintre du roi, c'est vraiment quelqu'un qui rencontre un succès phénoménal, c'est le plus grand peintre espagnol de son époque, curieusement qui n'intéresse pas ou très peu les Français du XIXe siècle. Évidemment, ce sont les romantiques qui en viennent à s'y intéresser le premier, Delacroix en l'occurrence, dont on expose une des œuvres. La vraie postérité de Goya, elle vient presque à 100 ans après sa mort. C'est-à-dire que les peintures noires, d'ailleurs, portent leur titre peinture noire en 1928 pour la toute première fois. Et c'est vrai que la peinture de Goya, et même en Espagne, alors c'est déjà un peintre évidemment connu, reconnu et célébré, là acquiert une autre dimension avec les différents conflits mondiaux. Évidemment la Première Guerre mondiale, mais la guerre d'Espagne au sein même de la péninsule ibérique, et puis la Seconde Guerre mondiale, où là évidemment avec la découverte des camps d'extermination nazis, fait en sorte que l'on en vient à porter un regard très différent sur l'art de Goya. André Malraux le dit superbement dans son livre Saturne, où là justement, d'une certaine façon, Goya nous a permis, grâce à son art, grâce à sa peinture, grâce à ses gravures, à pouvoir représenter, figurer ce qui serait irreprésentable en d'autres circonstances. Et donc à partir de 1950, date évidemment de parution du Saturne d'André Malraux, on change de regard sur l'œuvre de Goya. On remarque chez lui, si vous voulez, cette cruauté de façon plus âpre, plus aiguisée. Et c'est là justement où l'art de Goya va sortir de son cocon justement de spécialistes ou d'historiens de l'art pour toucher le grand public, parce que d'emblée le public va y reconnaître un art, une formule qui va vraiment être en écho avec l'actualité évidemment de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui. C'est le peintre justement qui est parmi l'un de ceux qui influence le plus les artistes contemporains pour les raisons que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un justement qui aide les artistes à pouvoir représenter ce qui serait irreprésentable en d'autres circonstances. Comme nous l'avons pu l'aborder tout à l'heure avec les tableaux de Francfort, est-ce que l'on choisit la couleur, est-ce que l'on choisit le noir et blanc? Ce sont des questions éminemment contemporaines que se posent les cinéastes, mais aussi les artistes plasticiens. Alors ici, vous avez des œuvres évidemment des Chapman qui montrent en passant de la gravure
à la miniaturisation 3D et évidemment à cet ensemble grandeur nature, en quoi justement cette interprétation des œuvres de Goya entraîne différents types d'interprétations, soit à la fois de façon très réaliste, comme ici, ou alors de façon extrêmement grotesque, et puis vous finissez avec le cinéma, où là, effectivement, la citation n'est pas forcément littérale, mais elle va un peu plus loin, et elle converge vers le fantastique, le merveilleux, pour montrer en quoi, justement, l'œuvre de Goya est profondément réaliste, mais on est à la fois dans un domaine conscient et inconscient. Et effectivement, tout ce qui est de l'ordre du cauchemar, des monstres, qui participent de l'univers fantastique et merveilleux, parle aussi de notre réalité.